Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 avril 2024. Nous recevons aujourd'hui Nathalie et Dominique, qui viennent d'univers assez différents géographiquement et qui sont là parce qu'elles ont été, on peut dire, sélectionnées par la secte harceleuse dans leur travail et par des gens qu'elles côtoyaient au travail. Nous n'avons pas pu avoir aujourd'hui Vincent qui a subi le même sort. J'en profite pour dire que quand on invite des victimes de harcèlement en réseau et d'armes électromagnétiques, il n'est jamais certain que celles-ci puissent être présentes à l'émission, simplement parce qu'elles sont ciblées et que les gens d'en face savent qu'elles vont parler, elles feront ce qu'elles peuvent pour les en empêcher. Je les remercie une fois encore de leur courage. Alors, on va peut-être commencer par Nathalie, un petit rappel de biographique. Oui, donc voilà, je suis Nathalie, je suis belge et harcelée depuis 2015. Le harcèlement pour moi commence quand je débutais, enfin, quand j'allais vers mon doctorat, ceci dans une université ici en Belgique. Voilà, depuis lors, je suis très lourdement harcelée, très lourdement menacée. Ceci à partir de ce qui est pour moi le gouvernement des États-Unis, le gouvernement à la défense des États-Unis. Voilà, j'ai fait tout un parcours et malheureusement, je suis encore toujours dans la même situation qu'il y a quelques années. On pourrait peut-être dire que, puisqu'on est dans le processus de sélection, que cette sélection, malheureusement pour vous, a été faite à l'intérieur du milieu du travail de l'époque par, on pense raisonnablement, un groupe de 3 personnes, parmi lesquelles une personne en particulier qui est comme professeur à l'école royale militaire. Ce monsieur se reconnaîtra. Je pense qu'il fait partie, à voir sa bouille, de ce qu'on appelle les autistes intelligents, c'est-à-dire qu'à mon avis, il est assez bien dépourvu d'empathie. Et j'ai l'impression, après avoir interrogé, que ce sont nos amis américains qui, cherchant des victimes, sont venus vers lui, je suppose, pour hâter sa carrière en lui disant, t'as pas quelqu'un à nous refiler pour pouvoir servir de cible. Mais il y a un autre phénomène intéressant que vous m'avez décrit, c'est-à-dire qu'il y a eu ce processus de sélection professionnelle, mais il y a eu également une participation de quelqu'un qui était beaucoup plus proche. Oui, tout à fait, tout à fait. En effet, c'était le papa d'une amie policier qui m'a, bon, bref, quand le harcèlement a commencé, qui m'a lourdement attaquée et qui m'a lourdement insultée aussi, en me demandant comment c'était possible que j'ai atterri dans cette situation. Et en plus, si il n'y avait pas, si on ne parlait pas de maladie mentale dans mon cas. Donc voilà, j'ai eu de gros problèmes avec ce monsieur qui m'a quand même, enfin, voilà, lourdement menacée aussi et insultée au sujet. Oui, Euh, mais on peut dire aussi que la fille, donc votre amie entre guillemets, a largement participé à ça aussi, puisqu'il y a eu quand même de sa part, pas très longtemps, mais quand même, un peu de harcèlement, alors que ce monsieur, lui, a été faire le tour des commissariats, pour citer les noms des villes du nord de la Belgique, pour dire à l'avance, que vous alliez arriver, que vous alliez vous plaindre et que vous étiez cinglé. c'est à peu près l'impression que j'ai. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça a certainement fait. Donc, je crois qu'il a certainement communiqué avec ses collègues à propos de mon cas. Et je crois que ça m'a bloqué énormément dans mes démarches. Voilà mon ami.
chez mon ami, j'ai quand même remarqué quelques changements de comportement qui étaient peu sympathiques. Et donc, voilà, c'est en effet des gens qui sont potentiellement quand même impliqués dans mon histoire, évidemment. Est-ce que ce policier avait à votre connaissance, un rang particulier? Est-ce qu'il était le flic du Carrefour ou bien c'était quelqu'un qui travaillait dans des officines plus obscures? Non, c'était un commissaire de police. Ouais, bon. Mm. Alors, les commissaires de police, on va faire le truc habituel, c'est-à-dire mon truc habituel. D'après les statistiques de Sophie Coignard, donc en France, mais je pense qu'en Belgique, c'est la même chose, un commissaire sur trois est franc-maçon et un commissaire divisionnaire sur deux est franc-maçon. Je dis ça parce que on voit bien la bande s'organiser avec trois gaillards à l'école royale militaire, un flic chargé déjà de vous harceler et en même temps de déconsidérer votre parole de victime. Le réseau s'est mis en place. Mais le point de départ, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir toutes les deux, ça reste quand même une sélection, à mon avis, professionnelle. Est-ce que je résume ça à peu près correctement? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Voilà. Dominique, vous venez d'entendre un Oui, récit. Est-ce que ça fait écho chez vous à certains points? Je sais que les expériences sont nettement différentes, mais est-ce que ça fait écho ou certains points font écho entre vous? oui, les points importants sont les points de recrutement, donc professionnels, les méthodes et le plan d'enrôlement dans cette spirale assez difficile à décrypter au début. Mais lorsqu'on échange entre nous, on retrouve des similitudes, médecine, justice et force de l'ordre, avec une hiérarchie et des tiers acteurs qu'on qu'on ne, qu'on ne peut pas deviner au départ, mais qu'on réussit à décrypter sur la fin, quand on a vraiment travaillé sur la réflexion de tout ce qui nous arrivait. Alors, oui, bien sûr, la psychiatrie fait partie du lot, la médecine du travail aussi, les politiques, euh, les assurances, qui d'autres, bah, les collègues de boulot. Hein, c'est un renversement complet et total d'une sphère professionnelle jusqu'à jusqu'à l'exclusion complète et totale, avec des interdictions de se déplacer d'un point A à un point B. J'ai su aussi que lorsque je me suis déplacé chez les gens où j'étais invité, non loin de mon ancien lieu de travail, le lendemain, j'avais une main courante où j'étais clairement identifiable mais pas nommé. Donc, j'ai su ça, attendez, je vais vous dire, 2 ans après les faits, puisque j'ai pris connaissance de cette main courante par l'intermédiaire de mon C'est avocat, ça. Et on peut savoir d'où partait cette main courante? euh, d'une collègue de travail, C'est ça. auprès de la gendarmerie locale, Ah, auprès de la brigade locale. donc là, on retrouve toujours les suspects habituels, évidemment. Je signale aux auditeurs que j'aurai le plaisir de me retrouver bientôt à l'Ordre des médecins pour avoir défendu Régis Hanen dans un cas de psychiatrisation abusive. Et il y a des cas de psychiatrisation abusive en Belgique. Je serai donc affublé d'une protection de lanceur d'alerte. Je le dis parce que c'est important. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits et c'est un aspect de protection légale très, 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 très important. Euh, Dominique, pouvez nous raconter quand même peut-être temporellement, pour ceux, on a déjà fait une émission là-dessus, mais Oui. temporellement, comment ça s'est passé? Alors, euh, j'ai d'abord subi un piratage informatique avec l'introduction d'un keylogger, un, un détournement, enfin, un phishing avec une alerte par tiers acteurs où mon PC de travail a été complètement mis sous contrôle.
Et je ne m'en suis pas rendu compte au départ, puisque c'est une attaque très futile. Et j'ai continué à travailler ainsi. Peu de temps après, j'ai eu la chance d'accueillir dans le service un tout jeune collègue de travail sous le statut de service civique. Et on avait besoin de renfort, donc ça tombait très très bien. Et j'ai vu que les choses se désorganisaient petit à petit. Et tout ça colle parfaitement avec des textes de loi ou des décrets et des signatures de conventions, ce que l'on appelle les RPS, les risques psychosociaux. Donc, dans l'aboutissement et dans les analyses croisées des méthodes de la modernisation de l'action publique, comme on peut l'appeler en France, il y a des gens qui ont été ciblés volontairement par des outils informatiques. Moi, je dirais pas comme Nathalie, je dirais plus que j'ai été ciblé par un virus asiatique puisque je l'ai retrouvé et 7 années après le fait, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire un point important auprès des législateurs en régulation. Ça leur a fait tout drôle. Ils ne s'attendaient pas à pouvoir être percés ainsi, mais bon, l'assureur a été condamné quand même assez lourdement, ce qui a mis un frein donc à ces actions assez malveillantes. Puisque quand on parle de sécurité informatique, un poste de travail est lié à une identité que l'on appelle une IP. Si on viole cette identité, on peut utiliser un poste de travail pour faire n'importe quoi et dire n'importe quiconque, y compris vous inscrire à des formations qui n'ont absolument rien à voir avec votre métier. Et voilà. Donc, après toutes ces malversations, ces ordres, ces contre-ordres, je n'avais pas compris au départ que j'étais sous écoute, ciblé, et qu'ils avaient un parfait contrôle sur mon existence, tant au travail et tant dans tous mes déplacements, y compris privés. Famille, médecin, notaire, avocat, tout était passé au crible. À ce stade-ci, si je puis me permettre, on voit quand même que le ciblage et le harcèlement en réseau chez vous a été nettement plus long, nettement plus sophistiqué que celui de Nathalie, puisque là, on est passé très brutalement de rien à tout. Voilà, mais je vous ai interrompu, continuez. Oui, alors voilà, je l'avais déjà expliqué dans la précédente audition. J'ai fait l'objet d'une invitation aux horaires de travail par mes deux chefs. Et donc, ce jour-là, j'ai bu un café et j'ai la forte suspicion qu'il était, qu'il y avait un adjuvant à l'intérieur, ou une drogue, ou d'autres éléments qui ont permis tout de suite après, mais le lendemain ou le surlendemain, un harcèlement de rue. Et c'est là où j'ai perdu beaucoup d'énergie. Euh, j'ai ainsi subi des nuits quasiment blanches, des douleurs impossibles et puis des manifestations très désagréables que l'on peut aussi recevoir, des maux de tête, des douleurs, des piquements, des blocages musculaires, des problèmes de reins, voilà, tous les soucis C'est qui ça, vont avec c'est des ça. pressions Ah oui, oui. électromagnétiques. Ici, on va peut-être faire une pause et rendre la parole à Nathalie, puisque ici, à mon avis, il y a eu un processus d'implantation chez Dominique, d'implantation de type digestif, puisqu'on sait qu'il y a des implants digestifs et que la taille des implants maintenant devient largement inframillimétrique. Est-ce qu'il y a eu aussi une implantation chez vous, Nathalie? À ce niveau-là, non, je ne pense pas que chez moi, on peut parler d'une implantation. Non, non. Donc, la technologie
avec laquelle je suis harcelée, par laquelle je suis harcelée et menacée est très très sophistiquée. Je suis monitorée 24 heures sur 24 et suivie à peu près partout où je vais. Non, non. Pour moi, il n'y a pas d'implantation. On ne peut pas parler d'implantation, mais de technologie très très sophistiquée, en tout cas. Oui, je pense que là, quand il n'y a pas d'implantation, bien, il y a quand même les marqueurs qui tiennent à la personne, c'est-à-dire l'ADN, c'est-à-dire également l'électroencéphalogramme qui est une signature unique, et on a Tout à quand fait. même l'impression que ça a été fait. Vous m'avez raconté quand même cet épisode quand même assez curieux de la deuxième visite à la sûreté de l'État. Pouvez nous raconter ça? De la deuxième visite à la Sûreté de l'État, donc ma première visite à la Sûreté de l'État, bon bref, j'ai expliqué mon cas. On m'a proposé d'appeler et à la deuxième visite, je n'avais plus accès, je n'avais vraiment pas vraiment accès à la personne avec qui j'avais discuté la première fois. Et voilà, ils avaient déjà changé d'avis. Ne me proposaient plus d'appeler. Ils m'expliquaient que voilà, leur assistance s'arrêtait là. C'est est-ce- ça. Mais enfin, voilà. il y a eu nommément les Américains qui ont été cités comme vos harceleurs. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est quand même pas mal. Donc, on peut imaginer la technologie directement. Euh, comme vous le dites, je pense que c'était une gageure technologique, mais est-ce qu'elle est vraiment tout à fait étrangère à la technologie qu'utilise, que déploie ou que veut déployer ce fameux professeur à l'école royale militaire? Je ne le pense pas quand on voit son curriculum vitae et ce qu'il a publié, c'est de la technologie électronique de haute volée. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. C'est le même domaine. C'est le même domaine. Duquel part mon harcèlement, évidemment. Hein. Enfin, dans le domaine de l'harcèlement électromagnétique et des armes à énergie dirigée, il y a beaucoup de similitudes dans leur travail, en tout cas. Hein. Oui. Euh, Dominique, est-ce que vous avez une réflexion à faire sur ce que vous venez d'entendre? Euh, oui, j'ai pu noter certaines techniques très très élaborées aussi euh, auprès de mon ancien N+1 qui, euh, qui avait mis en action euh, un système qui m'a un peu décontenancé. Mais sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. C'est la similitude avec une capacité à deviner des, des textes de loi qui, euh, qui par peut-être transmission de pensée, euh, lui a permis de vérifier si son fonctionnement marchait bien. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de mise sous contrôle où j'étais censé trouver le nom d'une nouvelle subvention pour voir si, dans le cadre du service, on pouvait, je vais dire, la solliciter. Et je ne connaissais pas cette subvention. Donc, il a voulu, je pense, avec cet exemple-là, vérifier que mes capacités fonctionnaient à son désir, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ça prouve quand même qu'il ne s'était pas limité à des actions brutales de type choc électromagnétique, brûlure, maux de tête et compagnie, qui avait quand même une dimension de prise de contrôle mental. Oui, tout à fait. Oui. Et ces dispositifs, selon vous, ils étaient naturellement au boulot, mais étaient-ils ailleurs? J'ai l'impression qu'ils étaient, par les biais électroniques, euh, je pense que mon téléphone, moi-même, j'étais borné. Je veux dire, il me suivait en permanence, euh, H24, 365 jours. Ils anticipaient sur tous mes faits et gestes.
et interceptait donc tous comment, mes projets, mes volontés d'essayer de saisir la justice, voilà. Et puis avec la complicité de tous les autres acteurs. C'est ça. Donc, on voit quand même c'est un réseau déjà important. Vous avez été sélectionné dans le travail, bon, pour servir de cobaye. Euh, ces gens faisaient partie de quel milieu, à votre avis? Je parle en dehors du travail, hein, tous ceux qui étaient attachés à vos basques en dehors du boulot. Ce sont des gens, parfois, qui pouvaient être du milieu politique, ça pouvait être des élus, ça pouvait être des gens qui travaillaient dans les TP ou dans le bâtiment. J'ai vu des véhicules stationnés devant chez moi. Ça pouvait être des collègues de boulot. Ça pouvait être des gens que je ne connaissais pas. Militaires, flics, Je ne sais pas. Peut-être des services un peu spéciaux, je ne sais pas. d'accord. Ils ne se sont pas présentés, hein. Non, non, j'imagine, j'imagine. Mais on voit quand même bien les similitudes et les dissimilitudes entre les deux parcours. Nathalie, vous avez une réflexion à propos de la réflexion de Dominique? Non, pas spécialement. Non, non, non. D'accord. Euh, pour vous, Nathalie, donc le réseau directement s'est manifesté, je pense, sous forme de voix dans la tête. Oui, sous forme donc de courant électromagnétique qui me passait sous le corps et aussi de voix dans la tête, comme vous le dites, donc de la technologie qu'on appelle Voice to Skull. C'est ça. Et ces attaques provenaient d'une source plus ou moins identifiable? Pour moi, bon, les auteurs derrière ces faits se sont toujours authentifiés, enfin, ils se sont identifiés comme travaillant pour la défense des États-Unis. Pour moi, depuis le début, voilà, ou bien ça venait aussi, entre autres, de ce groupe de recherche militaire belge. Et il y avait aussi une partie à partir des États-Unis. De cette manière-là, c'est de cette manière-là que que je les ai identifiés de quelque sorte, hein, bien sûr. Bon, voilà, ça peut provenir d'ailleurs, mais je ne crois pas. D'accord. Et il y a pas une notion, comme on vient de l'entendre, de véhicules bizarres, de voisins bizarres, de... Non, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Non. Donc, ici, ce qui est quand même fascinant, c'est que c'est une attaque directe, très peu intermédiaire. On va dire, on mettra le flic de côté, puisque lui, son boulot, ça va être, entre guillemets, juste de vous amener à la case psychiatrie. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas pour vous, Dominique, si la case psychiatrie a fait partie, je ne me souviens plus de votre Oui, oui, oui. cursus. Si, si, bien sûr, comme les autres. Alors, la case de psychiatrie, elle est très facilement décelable. C'est-à-dire que c'est mon ancien N+1 qui a mis la médecine de prévention sous tutelle pour exiger de moi une expertise auprès d'un- d'un médecin psychiatre, sous la seule condition, c'est que si je n'y allais pas, c'était une démission de poste. D'accord. Alors, j'ai les signatures, j'ai tout, et par la suite, lorsqu'on demande accès aux documents administratifs, on a les détails de cette demande très particulière, parce que quand on touche à la psychiatrie, c'est quand même assez sensible. Mais bon, j'avais fait un burn-out et un arrêt de 3 mois auparavant, donc il voulait s'assurer que je sois bien sûr irresponsable, et c'est la raison pour laquelle il a demandé à ce médecin du travail de me prescrire une expertise qui a après été, je veux dire, doublée par une autre expertise, où là, ce médecin a été
hors système et beaucoup plus correcte. Et donc, je suis resté euh, donc en arrêt de travail que mon médecin de famille m'a prescrit pour ne pas m'exposer dans des conditions de travail devenues insupportables à l'isolement complet et total avec que des interdictions. C'est-à-dire, Voilà. quel était le but final, selon vous, de votre N+1? Mais je pense que le N+2 devait quand même être peu ou prou au courant des manœuvres de cet individu. Quel était le but qu'il recherchait? Alors, je pense qu'il y a peut-être un donneur d'ordre au-dessus. J'ai pu faire partie de ce qu'on appelle les dommages collatéraux euh, et que les directives étaient très très cloisonnées. Donc, un s'occupait du hacking de mon poste de travail et le deuxième donc m'offrait le café avec des adjuvants. Et après ça, à l'arrivée de mon remplaçant, mon but était de me faire éjecter pour me faire remplacer par quelqu'un euh, de la, comment, un jeune élu bien sous tout rapport avec un tablier sur le devant. Voilà. Oui, mais bon, c'est bien, on peut parler de la franc-maçonnerie parce qu'elle revient quand même très très régulièrement et c'est assez logique quand on a affaire à une secte à serment et à secret, que ça donne déjà des grandes facilités pour tisser des réseaux aussi sympathiques que ceux-là. Alors bon, c'est bien que les francs-maçons bon, voudront encore un peu plus de dire ça, mais on n'y peut rien malheureusement. Ils sont très 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 souvent mêlés. Est-ce que c'est aussi le cas, à votre connaissance, Nathalie, l'intervention de la maçonnerie? Mes connaissances, je connais quand même pas mal de monde qui sont donc en effet dans la franc-maçonnerie. Et bon, parfois j'ai mes doutes sur leur rituel et leurs croyances. Mais je vous dirais que quand même le milieu, malgré qu'il me soit, que je sois un petit peu familier avec le milieu, ou familière plutôt avec le milieu, je ne le connais que peut-être pas assez pour en juger d'une manière intelligente. C'est ça. Et puisqu'on est en train de parler du parcours psychiatrique, pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour vous? Oui, moi, ça a été très, très rapide. Donc, dès ma première plainte à la police, ben, à peu près, oh, disons, une semaine plus tard, ben voilà, ce que j'avais commencé à faire, j'avais appelé quelques avocats aux États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a été lancé. Et à peu près une semaine plus tard, je me suis retrouvée dans ma première procédure Nixon. Mhm. Et Alors que vous ne présentiez aucun danger, ni pour vous, ni pour l'extérieur. tout à fait, oui, tout à fait. Donc, J'étais on voit calme. bien, naturellement, il y a eu le passage de ce flic tout de suite pour monter l'affaire, mais il y a eu d'évidentes complicités du côté psychiatrie. Ça ne vous a pas échappé, je suppose. Non, non. Donc, j'ai eu donc très très rapidement. Bon, voilà, je connaissais les profils. Je me suis tenue très très calme, très très posée. J'ai fait attention à mes propos, mais malheureusement, voilà, les psychiatres m'ont dit qu'il était peu probable que j'avais vraiment un problème avec le gouvernement américain et que Mhm. c'était plutôt le fruit de mon imagination. C'est ça, Donc, c'est ça, d'accord. Enfin, l'imagination qui rend les personnes susceptibles d'être embastillées sous camisole de force chimique, ça me paraît quand même très largement outrepassé de ce que pourrait faire un psychiatre. Donc, on a quand même tendance à croire que c'est un système qui est quand même bien huilé. Ce qui signifie d'ailleurs que peut-être vous n'en connaissez pas d'autres de victimes dans votre coin, mais que très probablement il y en a, parce que on ne peut pas croire que vous fussiez la première et la dernière personne tombant dans les raies de ces systèmes psychiatriques policiers.
Ah oui, il y en a, il y a bien d'autres victimes, hein, ça c'est sûr. Je ne serai pas la première ni la dernière, bien sûr. Et vous avez pu parler un peu avec d'autres personnes qui étaient, entre guillemets, hospitalisées pour savoir s'il y en avait d'autres qui présentaient des caractères qui auraient pu laisser penser qu'eux-mêmes étaient victimes de ce dont vous avez été victime vous-même. À mes connaissances, il n'y avait qu'un cas qui parlait d'une histoire un petit peu similaire à la mienne, mais qui n'était pas, au niveau psychologique, n'était pas tout à fait OK. Donc, je ne peux pas dire qu'il était vraiment en bonne santé. Donc, j'ai eu un peu mes doutes sur ce cas. C'est ça, parce qu'évidemment, il y a aussi du recrutement sur base de fragilité psychologique dès le départ, Oui. permettant de camoufler les attaques, hein. Voilà, Dominique, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas comment être embastillé sous camisole, mais ce qu'ils cherchaient surtout, c'était de pouvoir me discréditer puisque j'étais un agent assermenté. Donc, il fallait me rendre irresponsable euh, par la voie de la fraude médicale, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Il semble bien il semble bien que le but chez vous, vu de l'extérieur, hein, vous me contredirez peut-être, mais il y avait une espèce de plan à l'avance en disant voilà une personne qui est bien équilibrée, nous allons la déséquilibrer par tous les moyens, nous allons lui faire perdre son emploi et nous allons faire en sorte qu'elle soit embastillée. Est-ce que c'est une espèce de plan de travail, si j'ose dire? Oui, tout à fait. Et surtout, c'est la production de documents avec une base de données de 10 ans d'âge que j'avais et qui retraçait toute la logique de gestion dont j'avais la charge. Voilà. C'est ça. Et ce type de document donc permettait de faire des documents d'objectifs par la suite avec des analyses rétrospectives et des prospectives, quoi. Donc ce sont des documents en gestion de l'environnement, en génie écologique, qui Alors, étaient très très intéressantes alors, parce qu'elles étaient précises et qu'elles pouvaient servir de base par les outils que j'avais mis en place et, euh, et la précision qu'elle avait. oui, là, on peut tout de suite recommencer le cirque whistleblower, donc lanceur d'alerte, puisque la loi prévoit également que la protection donnée doit être assurée. Et dans ce cas-ci, on ne peut pas vraiment dire que c'était le cas. Et je pense que vous avez toutes les raisons de pouvoir vous constituer lanceur d'alerte rien que sur ce plan-là. Oui, ils m'ont tout volé. Mhm. Tout le fruit de mon travail, 10 ans de travail, ils ont tout usurpé. Ils se sont réappropriés tous les documents et ce qui était très très pratique d'ailleurs pour pouvoir me faire remplacer. Donc ma direction euh, a empoché, je veux dire, les droits d'auteur de, 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 de 10 années de travail et une base de données très très importante. C'est ça, c'est ça. Donc là, il y a quand même, il y avait matière à poursuivre et je sais que vous avez fait un énorme travail derrière parce que vous aviez beaucoup à produire. Ce qui est tout à fait différent d'ailleurs du cas de Nathalie, qui en fait, je ne veux pas dire qu'elle arrive les mains vides, mais c'est vraiment une personne qui a été transformée en cobaye immédiatement, sans qu'il y ait derrière des documents sensibles. Est-ce que je me trompe, Nathalie? Non, c'est tout à fait correct. C'est absolument ça. Il y avait peu. Bon, voilà, la situation m'est tombée dessus. Donc, j'avais peu. Je n'ai pas eu d'avertissement. Il n'y avait pas de problème à un niveau professionnel. Le problème s'est présenté d'un jour à l'autre, du jour au lendemain. Donc, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Enfin, je ne suis pas sûre comment. Mhm. Donc voilà, c'était plutôt l'effet surprise chez moi. C'est ça. Et
Bon, on va parler très crûment, hein, Nathalie, mais quel est le but ultime pour vous? Le but ultime, à mon avis, c'est de se débarrasser de moi. Donc, de toute façon, bon, voilà, à petit feu, et puis tout d'un coup, donc se débarrasser de moi, parce qu'à mon avis, à un niveau du gouvernement, au niveau du gouvernement américain, je semble inconvéniente. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la famille qui vit en Amérique, mais je ne sais pas s'il y a un lien aussi. Peut-être même que ce sera que, ce- toute cette histoire a commencé via ma famille en Amérique. Pour moi, le but ultime, au final, se débarrasser de ma personne, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, Donc, je suppose qu'ils veulent effacer les traces, hein. Vous n'êtes pas la seule dans les témoignages. On voit bien que quand les gens ont, entre guillemets, servi, ils deviennent une nuisance pour la secte et qu'on les pousse au suicide, tout à fait. où on les tue carrément. On a quand même des exemples aujourd'hui de personnes qui sont agressées d'un point de vue cardiaque, où on leur crée des tachycardies et des bradycardies comme ça dans des temps très courts, dont la seule finalité ne peut être que de leur causer un trouble du rythme cardiaque fatal. Est-ce que c'est allé jusque-là pour vous, Dominique? Alors, moi, j'ai eu des douleurs très vives, des essoufflements, des manifestations et des grosses fatigues. Ils ont surtout joué sur le sommeil et, euh, et sur des douleurs très ciblées. Les parties génitales féminines, euh, le cardio, bien sûr, et des douleurs extrêmement vives en nerfs et muscles. Ça a été épouvantable. Des gros problèmes de dos, rénaux et digestifs. Oui, bien entendu, tout ça n'est jamais suivi. On peut quand même les comprendre, hein, Dieu sait si je ne suis pas tendre avec mes confrères, mais quand on n'est pas averti de tout ça, je me demande comment ils peuvent faire le diagnostic, quoi, hein. Je viens récemment justement de voir des tracés d'électrocardiogrammes qui montrent ce que je viens de vous dire, et la réflexion du cardiologue, oui, c'est pas normal, mais ça n'est pas, ça ne peut pas venir d'armes électromagnétiques qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc on voit que il y a bien entendu dans le corps médical des gens qui sont conscients et qui sont de véritables associés au crime, mais je pense que pour une partie, ce sont des gens qui reculent devant le précipice. J'en ai vu également en ce qui concerne les biopsies cutanées où il y avait des morgelons. Et je voyais bien, et là c'était mon boulot, je voyais bien comment le confrère reculait devant l'obstacle en disant oui, c'est un morgelon, c'est pas un morgelon, qu'est-ce que c'est que ce matériel, qu'est-ce que c'est que ce matériel? Et puis finalement, entraînant le diagnostic. Je pense aussi qu'un certain nombre de médecins sont directement contactés par les officines sombres et qu'on leur fait comprendre très rapidement que pour l'intérêt personnel et l'intérêt de leur famille, ils ont intérêt à ne rien voir, ne rien entendre, hein. Oui, 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 oui. oui, C'est la même expérience à ce sujet, peut-être. oui. Et donc, me concernant, mon médecin de famille me protégeait en me mettant en arrêt de travail parce qu'elle voyait que j'étais très mal, mais au niveau des diagnostics, euh, elle m'aidait surtout parce qu'elle me protégeait en ne m'exposant plus dans des conditions de travail dégradées, quoi. C'est ça. Vous lui devez une fière chandelle, hein, parce Je que, l'ai remerciée par courrier et c'est vrai que depuis longtemps, je ne m'embête plus parce que je veux qu'elle soit épargnée parce que c'est une très bonne personne. Voilà. et vous avez eu l'impression qu'elle a été menacée, elle? Vous savez, quand il y a des enjeux, elle m'en a jamais parlé, mais elle savait que la situation était anormale. Un jour, j'ai également vu sa remplaçante, sa collègue, puisqu'elle était en congé, et, euh, et elle était plus curieuse sur le questionnement du harcèlement, et elle voulait en savoir plus, mais ça n'était pas mon médecin traitant, donc je ne l'ai vu qu'une seule fois.
mais je la voyais plus perspicace et plus curieuse dans ce qui m'arrivait. Surtout que c'est arrivé, voilà, brutalement et on ne sait pas pourquoi. Voilà, quelqu'un prend des arrêts de travail, mais l'absentéisme fait partie du protocole. Et quand je parle de RPS, ce sont les risques psychosociaux, c'est un SBDU et permet justement de faire décompenser les gens par des moyens de management toxique, comme ça s'est fait à France Télécom, pour un jugement pour lequel il y a d'ailleurs une jurisprudence depuis le 30 septembre 2022, et faire décompenser les gens par des moyens cognitifs, par des managements toxiques, rentre dans les champs du DSM-5, hein, qui est la Bible de la psychiatrie américaine, où un nouveau risque RPS non classé à la CIM-10 leur permet de faire des expérimentations, qu'ils soient en assurance, en capacité de résistance, en capture d'ondes cérébrales, en expérimentation diverses et variées. Voilà. Eh bien, voilà qui est extrêmement rassurant. Voilà. Et donc, ce document, ces conventions sont signées par l'intermédiaire du MEDEF, des syndicats et des différentes agences qui les mettent en place. Et vous avez différents instituts de recherche, tout comme le CNAM, tout comme l'INRS, tout comme le CNRS, tout comme voilà, tout un monde de chercheurs qui appliquent cet algorithme-là et qui sert à gérer les risques. Donc, c'est une capacité, je pense, qui est sous tutelle de l'OMS et qui, en France, est menée par un professeur émérite de la chaire du CNAM depuis des années. Et en face de ça, vous avez des normes volontaires, que l'on appelle volontaires. Elles ne sont pas volontaires pour celles qui les subissent, qui assurent les dérégulations du droit, de la loi. Et ce système est une évolution vers des possibles en expérimentation sur tous les champs. Hein, ils peuvent être intéressants quand il s'agit de sécurité, par exemple, des gars qui bossent dans le bâtiment, je ne dis pas le contraire. Mais lorsque ça touche au cognitif, au biais cognitif, ils peuvent faire d'une prévention un SBDU pour qu'ils se retournent contre le cycle. Oui, oui. Donc, là, c'est un classique, évidemment, de voir tous ces brevets qui sont déposés et on se dit, mais enfin, quand on dépose un brevet pareil, ça ne peut jamais être pour quelque chose de sympathique pour la race humaine. On voit bien, en lisant à l'envers, hein, soyons un peu satanistes, que tous ces règlements, soi-disant pour la protection, se tournent très rapidement comme des règlements pour le harcèlement. Exactement, ce sont des SBDU, on appelle ça des biens à double usage, et normalement, ces protocoles, lorsqu'il s'agit d'ondes, sont gérés par le secrétaire national de la Défense et Sécurité nationale, qui est sous la tutelle du Premier ministre. C'est ça. Et voilà. Ça. Donc, ce qui permet d'éliminer tout de suite l'hypothèse saugrenue de savants fous, de psychopathes et de pervers divers et variés pour lesquels vraiment, le gouvernement n'est pour rien. On voit bien que tout ça provient du plus haut de l'État. On a encore vu tout récemment dans le témoignage de Gisèle que même en dehors de France, monsieur l'ambassadeur, le général Thierry Marchand, ne se gêne pas, fait comme chez lui, pour s'attaquer à des victimes camerounaises. C'est tout à fait évident. Nathalie, donc il y a une très grosse disparité de façon de faire dans le milieu professionnel, puisque vous, ça a été réduit, je ne vais pas dire à la simple expression, mais quasiment, alors qu'on voit chez Dominique une espèce de foisonnement, de raffinement de méthodes destinées à lui faire perdre pied. Hein. C'est très différent. Ça vous inspire quelque chose? Moi, la chose qui m'a surtout
la manière de laquelle ils ont essayé de me faire perdre pied, c'était donc via la psychiatrie. Mais ce n'était pas à partir de mon lieu de travail, c'était vraiment à partir de services policiers, donc via mon ami ou la famille de mon ami. Donc ça s'est produit de cette manière-là, mais dans mon lieu de travail, il n'y a pas eu d'autres problèmes, non. C'est ça. Donc, une assez grosse dissymétrie. C'est dommage que Vincent n'ait pas pu nous rejoindre, puisque lui présentait une double casquette, à savoir qu'il avait été sélectionné sur son lieu de travail principal, mais que c'est sur son lieu de travail secondaire, son travail d'antiquaire, que les gens d'en face se sont fâchés. Probablement sa réussite ne leur plaisait pas. On a retrouvé naturellement le même groupe philosophique autour de lui. Je le dis, je le répète, puisque ça se trouvait dans son interview, et on voit qu'il présentait un cas un peu hybride entre vous deux. Voilà. Bien écoutez, je pense que nous avons fait à peu près 3 quarts d'heure, hein. Je vous propose peut-être à l'une et à l'autre de donner un petit mot de la fin. Nathalie, on commence par vous. Oui, ben, en soi, j'espère que pour toutes les victimes qu'il y a actuellement, qu'il y aura bientôt un niveau législatif, euh, qu'il y aura bientôt des solutions pour les gens qui tournent en rond comme moi sans aide, qui sont menacés, harcelés chaque jour. C'est peut-être à peu près. J'espère donc que ces situations se solutionneront tôt ou tard. Voilà, Dominique. Alors, moi, c'est dans le même objectif, tout en sachant qu'il existe des autorités qui ont déjà régulé, et je pense que le fait de s'en servir pour pointer les défaillances, que ce soit sur les différents thèmes abordés, médical, assurance, finance, outils illicites, failles informatiques, rendront traçables donc les dérives et les ruptures de parcours de soins par l'exploration du PMISS. Ouais, je ne sais plus si je le dis dans le bon ordre, mais tout est tracé. Donc, une bonne nouvelle, depuis la jurisprudence de France Télécom, les, les documents uniques, donc qui sont les outils utilisés par les comités d'hygiène et de sécurité de conditions de travail, restent accessibles pendant 40 ans à toute personne, tout travailleur, tout agent public, et c'est la CADA donc qui en a la charge. C'est-à-dire que certains ont pu être employés comme travailleurs simulés lors d'un remplacement, par exemple, et on a effacé des cadres sans report de, de cotisation ou de statut. Eh bien, les ruptures elles sont aussi brutales que ça, et exclure quelqu'un de la société donc sera, je pense, euh, vérifiable par ces documents. Vous faites confiance à la capacité de conserver ces données. Je dis ça parce que euh, cette crapule qui s'appelait Richard Helms, qui était le patron de cette crapulerie qui s'appelle la CIA, devait, de par la loi, conserver tous les documents concernant MK Ultra. Il les a tous détruits et on aurait pu croire qu'il allait en subir les conséquences, mais pas du tout, pas du tout. Il avait décidé que c'était du domaine de la défense, secret défense, hein, qu'on aime beaucoup en France aussi, et Oui, que par conséquent, ben, il avait bien fait de tout détruire pour que ça ne tombe pas dans les mains d'abominables communistes. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous pensez que cette protection des données sera réelle, ou bien c'est quelque chose de façade dont on se privera alors, quand on voudra? de, la façon dont ils ont œuvré pour les rendre utilisables sans vérification, sans sécurité informatique, les rend vulnérables aujourd'hui. Et c'est par ce biais, là, justement, de non-respect au protocole de sécurité informatique qu'ils pourront être percés à jour. C'est ça.
Donc, au fond, c'est leur négligence qui pourra vous servir. Oui, tout C'est à ça. fait. Eh Avec bien, c'est sur cette touche optimiste que nous allons terminer. Je vous remercie l'une et l'autre. Je croise les doigts pour qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux à notre ami Vincent. C'est malheureusement le devenir de toutes ces malheureuses victimes et j'en ai encore une en Martinique qui est dans une situation extrêmement difficile. J'en profite pour dire qu'elle est un cas particulier, je terminerai là-dessus si vous voulez bien, c'est que jusqu'à présent, j'ai entendu des victimes isolées, harcelées, certes, mais elles étaient des victimes isolées. Ce qui m'est transmis de la Martinique est encore plus inquiétant, c'est une petite île des Antilles, je crois 20 km sur 20 km, pas complètement habitable, très corrompue bien entendu, euh, très corrompue de nouveau par la même, je dirais, obédience philosophique, ça m'a été dit par elle, mais là, ils sont en train maintenant, grâce aux charmantes petites loupiottes LED qu'on a mis dans les rues, de s'attaquer à tout un bloc de maisons, qui sont des maisons occupées par des gens avec un très très faible revenu, ils se sont arrangés d'ailleurs pour ce faire, et je le dis ici, cette date du 10 avril 2024, ce sont les premiers symptômes de l'extension des armes électromagnétiques, non plus à une personne, mais à un groupe de personnes, disons, à disposition géographique. Voilà. Nous avons du pain sur la planche. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à toutes les deux une bonne soirée. Merci. Merci aussi à vous, docteur. Au Merci. revoir. Merci à vous. Au revoir.